sur les déplacements, la place de la voiture en centre-ville? Écoutez, premier élément, d'abord si la décision dépend du préfet et que du préfet, c'est à l'État de payer. Le SMTC est en crise et pour moi, qui commande paye. Et je peux vous garantir que si nous sommes à l'hôtel de ville, chaque fois que l'État, quelle que soit sa couleur politique, prendra une décision, il la paiera. Sinon, nous nous opposerons fermement. Deuxième élément, en ce qui me concerne, je pense que nous devons revaloriser la place de l'automobile. Moi, quand je suis au volant de ma voiture, j'estime que c'est d'abord moi qui nourris l'État. Quand je vois l'importance des taxes dans l'essence, je suis un payeur pour l'État et je suis très souvent particulièrement mécontent quand je constate la façon dont l'État gaspille l'argent. Il faut respecter la réalité du marché, il faut rendre une partie de l'accès au centre-ville, notamment à l'automobile, ce qui passe par un certain nombre d'aménagements, à l'exemple du pont parking végétalisé que nous avons présenté la semaine dernière. C'est une optique totalement différente. Et en ce qui concerne la gratuité des transports collectifs, la situation de crise du SMTC est telle que toutes celles et tous ceux qui proposent à la fois la gratuité et la stabilité fiscale doivent indiquer sur quoi ils gagent des économies, parce que cette gratuité n'existe pas. Ce qui est gratuit pour l'usager est payant pour le contribuable. La gratuité, 80 000 euros par jour. 80 000 euros par jour, dit Jérôme Safar. La gratuité en période de pic de pollution, c'est quand même une bonne idée. Non, pas à nos yeux, si vous voulez. C'est probablement dans la gestion une usine à gaz terrible à mettre en œuvre. Quelle est la situation des abonnés, comment ils s'y retrouvent, combien de temps ça dure, etc. La solution réelle, durable, passe par un plan global pluriannuel de réaménagement sur la totalité de la grande agglomération. Deux enjeux majeurs. Première question, quelle ville souhaitons-nous? Nous, la réponse à cette première question, c'est nous souhaitons une ville dans laquelle il fait bon vivre. Et par conséquent, nous sommes pour l'abrogation du schéma de cohérence territoriale et nous sommes pour la dédensification. Bien davantage. Au risque de perdre de la population? L'enjeu de population doit considérablement plus dépasser le seul territoire de la ville de Grenoble. Et d'ailleurs, ça montre le lien avec la question tout à l'heure. Si vous densifiez beaucoup la ville, y compris dans les activités de services et autres, par définition, vous êtes en permanence en surexposition par rapport aux bases de trafic. Mais surtout, c'est un processus différent de décision. Il n'est pas possible de considérer, dans une démocratie moderne, qu'entre deux élections, les citoyens pourraient être privés du pouvoir, et tout particulièrement en matière d'urbanisme. Donc nous avons pris des engagements très précis, très fermes, très forts, pour que de l'esquisse à la finalisation du projet, les choix soient ceux des citoyens de la proximité des projets. Sur la fiscalité, la promesse de ne pas augmenter les impôts, on sait que le désengagement de l'État rend les choses très compliquées. D'abord, ce n'est pas une promesse, c'est un engagement ferme, assujetti à une éventualité de pouvoir de révocation. C'est le sujet majeur. La crise financière est devant nous. Ces 3 dernières semaines, FMI, Union européenne, renforcement, surveillance renforcée. Hier sur Bloomberg TV, le diagnostic de Soros. Nous sommes dans un pays qui a traversé une frontière majeure qui est celle de l'allergie fiscale. L'État va devoir être confronté à des réductions drastiques, brutales. Si sur le plan local, nous ne voulons pas qu'un certain nombre de cœurs de métier et de services publics soient emportés, il faut réviser la totalité du périmètre des politiques publiques locales. Qu'est-ce qu'on supprime? Nous sommes pour tout ce qui est du secteur marchand, soit le public le gère dans les mêmes conditions que le privé. Si ce n'est pas le cas, il y a passage au privé sans aliénation d'actifs. C'est-à-dire que la collectivité publique met en place des dispositifs de délégataires, de partenariat, mais nous ne pouvons pas continuer à ce qu'un certain nombre d'activités dans le secteur marchand cumulent de façon récurrente des déficits importants. Il est clair qu'il faut des mesures concrètes immédiates pour créer un électrochoc, mais il doit être aussi clair que dans la durée, la réponse à l'insécurité passe par des mesures d'une toute autre ampleur. C'est l'emploi dans les quartiers en difficulté, c'est le renforcement des moyens des régies de quartier qui effectuent déjà un travail absolument considérable, c'est la mise en place d'initiatives de seconde chance, c'est l'individualisation des mesures. Et par conséquent, en ce qui nous concerne, nous avons une approche qui repose sur des mesures immédiates, mais surtout sur ces mesures de fond qui sont seules dans le temps de nature
à apporter des réponses durables. Voter pour la liste Nous Citoyens, et que j'ai le plaisir de conduire, c'est la seule réponse à l'actuelle crise de la vie publique. Le populisme n'est pas une sortie, mais c'est l'impasse. Donner son vote à l'abstention, c'est l'abandon. Récompenser les partis politiques traditionnels, c'est donner un satisfecit à des partis qui ont conduit notre pays dans le mur. Donc nous avons confiance dans la volonté de tout changer. Ici, nous sommes les héritiers des Journées des Tuiles, et ce vote des héritiers, c'est le vote en faveur de la liste que j'ai le plaisir et l'honneur de conduire. Merci.